Chère lectrice, bonjour. Je profite du beau soleil en Belgique, oui, ici aussi nous avons du soleil, pour te présenter ce nouveau format d'interview. Donc tu as l'habitude chez moi de lire des interviews écrites, mais dernièrement, avec les auteurs hypersensibles, nous en avons réalisé en vidéo, et donc j'ai décidé de continuer. J'espère que tu apprécieras cette interview et que tu en regarderas d'autres. À tout de suite pour le début de l'interview. Alors, comme c'est une interview qui est à moitié écrite, à moitié orale, je vais te lire l'introduction directement. Bonjour à toi, ô autrice hypersensible et zèbre, selon l'appellation la plus connue. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Prends une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio et vas-y, démarre la lecture des questions de cette interview particulière que ma douce voix va te lire. J'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants pour les étapes importantes de l'année. Nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux. Donc nous allons démarrer par le feu. Et parle-nous de ce qui t'anime en tant qu'autrice avec la question du bélier. Donc nous allons parler de la turbine de ta cervelle. Comment arrives-tu à t'ancrer? En pleine mer en la lançant, verrouillé sur une chaise ou de claques pour réhabiter ton corps? Explique-nous. Attends, tu peux répéter parce que ma cervelle part dans tous les sens en fait. Je fonctionne, j'aime bien dire, en arborescence folklorique. Alors donc, comme nous ne sommes pas en pleine mer, tu ne peux pas t'ancrer en lançant l'ancre en pleine mer. Par contre, tu peux te verrouiller sur ta chaise ou te mettre de claques pour réhabiter ton corps. Alors, je ne suis pas très douce avec moi-même. Je suis plutôt à me cogner des baffes. Et si je ne me mets pas des baffes réellement, je me prends des meubles, divers meubles, des portes. Voilà, c'est assez violent comme méthode parce que l'ancrage, c'est vraiment pas mon truc. C'est un exercice dans lequel je m'améliore, mais c'est pas naturel du tout. Et pas moi non plus. Ouais, non, clairement pas moi. Les portes, ça fait mal et après, tomber dans les escaliers, on a des bleus. Alors, c'est ça. Et comme je suis très perchée, il y a des fois, il faut qu'un objet me rappelle qu'il faut que je redescende en fait. Alors, la question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale? Ou tous en même temps? Zèbre, ça c'est sûr. Abeille travailleuse, perfectionniste, organisée et j'adore mon boulot. Donc, et tout ce que je peux faire à côté quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond. Et après, s'il y a les fourmis aussi, ça dépend. Un petit côté fourmi quand même, voilà, par peur de manquer quelque part. Et cigale parce que je sais aussi me faire plaisir quand j'en ai envie. Et j'adore chanter, pas seulement l'été. La question du Sagittaire. Donc, quel est ce petit plus que tu mets dans tes histoires, ces pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs? D'abord, tout mon cœur, parce que j'écris principalement sur les émotions qui me traversent, qui me bouleversent, que j'arrive pas à gérer ou que j'ai envie de partager. Après, beaucoup de poésie, des jeux de mots, j'adore ça. Je suis une fanatique de jeux de mots. Voilà. Nous allons passer à l'élément R et nous allons parler de la femme derrière l'autrice avec la question des Gémeaux. Quel animal de compagnie adopterais-tu? Alors là, attention, je vais avoir des statistiques, mais je te dirai après. Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Comme ça, j'aurais pas choisi cela, mais sur la liste, c'est la tarentule qui m'intéresse le plus. Ouais. Alors, je ne sais plus combien d'interviews j'ai donné avec ces questions-là. Tu es la première à me citer la tarentule. Voilà, histoire personnelle en fait. Voilà. Ouais. Tous les autres m'ont cité la chouette. Et je me suis, en te disant, attention, je vais te donner des statistiques, je me suis dit, tu vas voir qu'elle va donner un autre animal et bingo. C'est ça. Voilà, c'est mon petit esprit. Non, je ne suis pas vraiment comme tout le monde. Non, et c'est surtout parce que
Parce que ça se réfère à une histoire personnelle et à un poème que j'avais écrit, une fable de la femme fontaine qui s'appelle L'araignée et le loup, en fait. Donc voilà la tarentule. Et puis les araignées ne me font pas peur. Voilà, j'en ai chez moi, je leur donne des petits prénoms. Moi, si je vois Arthurine se pointer dans ma douche et Arthurine qui fait cette taille-là, je ne l'appelle pas Arthurine. Je hurle, je lui dis casse-toi. Oui, tu lui donnes des prénoms. Alors non, moi, en fait, je leur explique clairement qu'elles peuvent rester là, mais qu'il ne faut pas que je les voie. Dans le sens où elles font leur toile, mais il ne faut pas qu'elles soient de tout le monde. Parce que moi, ça ne me dérange pas, mais si j'ai des invités, ils sont un peu moins open sur les araignées. Voilà. Alors, la question de la balance. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes? Alors, bien sûr, un bruit produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum, ou j'en passe dans les bruits désagréables, et une couleur ou une odeur. J'essaye de rester zen, premièrement. Et je pars ailleurs, enfin, dans le sens où j'arrive à partir dans ma tête et complètement oublier les alentours. Je peux travailler avec des gens autour qui discutent, qui font du bruit, ça me pose zéro problème. Je suis pas là, en fait. Ça, c'est un grand talent, je trouve, hein, parce que moi, il y a une fois où je suis partie, il y avait tellement de bruit que j'avais mal à la tête et je suis partie. Je ne pouvais plus. Oui, après c'est la solution finale quand vraiment j'ai pas autre chose, parce que ça, je le fais quand moi, je suis à ce que je fais. Quand j'ai rien à faire, ouais, je pars directement, je m'impose plus de souffrance, quelle qu'elle soit, en fait. Alors, justement, donc la question du Verseau, peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? J'y vais, mais j'ai peur. Voilà. J'adore faire des surprises, je sais beaucoup moins les recevoir. Mais j'adore aussi qu'on me surprenne, mais mon côté stressé et avoir besoin de contrôler pas mal de choses, même si je lâche un peu là-dessus, j'apprends à lâcher, fait que ouais, j'y vais, mais j'ai peur. Même avec des gens de confiance, tu vas quand même te méfier un petit peu ou... Ouais, disons que je serais super contente et je le montrerai quand je serai arrivée, mais sur le voyage, pas tranquille. Est-ce que j'ai bien tout prévu? Voilà. Il y a trop de questions qui vont passer dans ma tête le temps que j'aurai le bandeau sous les yeux, en fait. Nous allons passer à l'élémentaire. Parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent. Avec la question du taureau, comment gères-tu ton inspiration? Si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Donc, bien sûr, j'ai des propositions. Marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs. Rien de spécial, en fait. J'ai absolument pas peur de la page blanche et j'écris quand ça vient. Après, j'ai plein de techniques pour me relaxer, mais pas forcément pour forcer l'écriture. Sauter dans tous les sens, danser, chanter comme une dingue, voilà. Mais non, je force rien, ça vient quand ça vient. C'est vrai que quand j'ai écrit cette question, je me suis dit, moi, quand je dois écrire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et c'était Flaubert qui hurlait ses textes. Il se mettait dans une maison et il hurlait ses textes pour continuer à les travailler. Et moi, je me suis dit, mais là, c'est là où je produis le plus mauvais, quoi. Plus tu forces, je trouve, et plus tu produis du mauvais. Ouais, c'est ça. En fait, ça vient pour le livre Elle, parce qu'on avait quand même, c'était la première fois qu'on me mettait des échéances, en fait. Et surtout que j'avais vraiment écrit très peu au départ. Et qu'il fallait que j'écrive beaucoup plus, c'était compliqué, je ne voyais pas ce que je pouvais rajouter. Et en fait, ça s'est fait au fil de conversations avec diverses personnes où je me suis dit, bah oui, il faut vraiment que je rajoute ça. Et puis après, d'inspiration, venue de musique. Hein. Souvent, moi, c'est la musique qui va faire que les paroles me parlent beaucoup, les airs aussi. Et derrière, je dis, oh là là, mais oui, mais forcément, voilà, c'est l'inspiration musicale, essentiellement. La question de la Vierge, ça va te parler. Aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école, comme dans l'école du sorcier Harry Potter? Oui, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Harry Potter, tu connais?
Bah, clairement. J'aurais choisi Charmed, personnellement, comme référence, comme série, mais bien entendu, un cours de potion, mais tout de suite. Avec n'importe qui et pas forcément Sirius Rogue. Moi, j'aime bien le côté Severus Rogue. Là, il arrive et tout le monde a peur. Ouais, moi, j'ai un petit fait pour Dumbledore. Ouais. Ah, moi, c'est McGonagall, ma préférée. Elle, vraiment, elle m'éclate. Ouais, Alors, j'adore le magicien écrivain qui est complètement à côté de ses pompes. Et, Gilderoy Lockhart, voilà, celui après, je sais. qui a pompé les trucs sur les autres sorciers, qui Voilà, raconte dans les livres ce qu'il a qui est pompé. Ouais, super célèbre et c'est très, très drôle. ouais, il est sympa aussi, celui-là. Ouais, un cours avec un usurpateur, ça peut être cool aussi. Ouais, surtout s'il fait une potion et puis que ça foire, comme il faut C'est ça. des trucs à chaque fois. Ouais. Ça peut être très drôle. Ouais. Alors, la question du Capricorne, parce que si tu me lances sur Harry Potter, on n'a pas fini. Hein. Ouais, c'est pareil. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et descendront ton livre juste pour aller à contre-courant? Vaudou, mauvais sort ou mépris, l'étouffer avec ton coussin de colère. Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Non, les zèbres ne sont pas tous gentils. Tordons le cou à cette idée tout de suite. On ne peut pas aimer tout le monde. Alors, chacun pense ce qu'il veut et honnêtement, je m'en balance. Mais je m'en balance le coquillard, quoi. Ça a été très compliqué pour moi d'arriver à éloigner la colère. Et voilà, honnêtement, après, je ne sais pas. On verra si ça arrivera. Mais moi, je l'ai fait. Je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis contente de ce que j'ai écrit, d'avoir participé à l'aventure Elle. J'ai rencontré plein de belles personnes. Je suis sûre que j'en rencontrerai un autre. Et ceux qui ne m'aiment pas, je n'ai pas besoin d'eux, en fait. Belle philosophie. Alors, l'élément eau. Autrice, certes, lectrice aussi. Donc, la question du cancer. Aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrive-t-il de pleurer avec des personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King? Alors, je suis très bon public, que ce soit visuel ou livre. Donc, je pleure, je ris, j'ai peur, je crie. S'il y a quelqu'un à côté de moi, j'arrache des bras aussi. Et tout, en fait. Principalement des romans d'amour moderne. Alors, les grands classiques, et tout le monde va dire, oh là là, mais comment elle peut lire ça? Lévy, Musso, Cohen. J'ai découvert Nicolas Carteron aussi, parce que je lis beaucoup. Les films d'horreur me faisaient très peur. Alors, mais bizarrement, j'aimais bien en regarder, mais je ferme les yeux au moment où je sens qu'il va se passer quelque chose. Je voyais pas grand-chose, en gros. Et maintenant, je suis de plus en plus habituée. Alors, il faut que ce soit de l'horreur fantôme, en fait. Mais si c'est de l'horreur, style les films Hôtel ou des choses comme ça qui pourraient se produire réellement, où il y a beaucoup de sang, ou ce film La Cube, où ils sont enfermés, non, ça m'attire pas du tout. Et je crie encore et je me cache encore les yeux parce que c'est pas mon style. Mais après, j'adore que ce soit dans les livres ou dans les films, les histoires qui sont décousues, en fait, comme Les Autres d'Amenabar, les bouquins de Franck Tillier aussi. Voilà, on ne sait jamais, où on est amené un peu tout dans les sens, avec un peu dans tous les sens, avec des énigmes énormes, des jeux de mots aussi très appréciables, comme dans le dernier. Et ouais, tous ces films qui sont déconstruits, comme Mulholland Drive, je pourrais en citer plein, en fait, je ne regarde quasiment que ça. Et Tenet, voilà, s'il faut citer le dernier, j'adore Nolan. Ah oui, ouais, moi je ne connais pas, je n'ai pas encore lu. Inception, c'est des films. Ah oui, non, j'ai pas vu. Inception, je connais de nom, mais c'est tout. J'ai pas regardé, je pense. Mais moi, pareil, je suis très sélective sur les films parce qu'il y en a ça me touche trop et après, je reste avec dans la tête pendant trop longtemps. Alors, la question du Scorpion, donc, combien de livres en cours? En écriture,
en lecture? Est-ce que c'est un à la fois ou plusieurs avec un ordre de préférence? Alors, pour l'écriture, c'est plusieurs à la fois, parce qu'en fait, je peux me lancer sur un poème, continuer un autre projet d'écriture, avancer mon projet d'écriture. Pour la lecture, là, j'ai fait une petite pause parce que j'avais pas la tête à ça. C'est enfin, vraiment lecture, j'ai envie de dire plaisir. Là, je suis en train de lire Je ne sais pas, je suis mon cœur de Marouchka, Tirolnikov. Voilà. Et à côté de ça, j'ai des petits moments de détente pour quand j'ai très peu de temps pour lire, parce qu'une fois que je me mets dans un livre, voilà, je peux rester dessus très longtemps. Donc, je suis en train de lire un petit bouquin qui s'appelle, enfin, une petite BD qui s'appelle 40 ans. Et alors? Et puis, en même temps, j'ai une autre BD, parce que je me mets à étudier un petit peu la physique quantique, qui s'appelle Quantix. Voilà, donc, je le lis par petites bouffées parce que ça demande de le digérer. Donc, j'ai un petit moment d'étude avec Quantix, un petit moment de rigolade avec 40 ans et alors, et puis ma lecture vraiment passion avec Je ne sais pas, je suis mon cœur. Et moi, j'ai ça juste à côté de moi, le guide de la Attends. quarantaine. Il est juste là, le mien. Voilà, donc en fait, dans l'ordre. Ah non, pardon, c'est 40 ans, c'est pas vieux pour un arbre. Voilà, la petite BD sympa. Ouais. Hop, la BD d'études, très intéressante parce que ça met la physique quantique à la portée de tout le monde. Voilà, Quantix, super sympathique. Ouais, et donc, exactement. ma lecture passion, plaisir, je ne sais pas, je suis mon cœur. Voilà, que j'ai hâte de savoir ce qui se passe par la suite. Oui. Mais après, moi, j'avais lu les femmes qui se comportent bien marquent rarement l'histoire. Et donc, j'avais envie de connaître la suite, mais en même temps, après, quand je l'ai fini, je dis, tu vois, c'est déjà fini. Ouais, ça, c'est le petit truc Marouchka, quoi. C'est de nous laisser sur une suite pour dire, voilà, faut lire la suite, justement, sur une fin qui nous laisse sans voix. Et donc, nous allons terminer avec la question du poisson. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire avant de dormir ou en pleine journée au choix? Celle de Barry White, Borde de Camelot ou Johnny Hallyday? Moi, grand classique, hein, je suis une grande romantique, Barry White, sans hésiter. Clairement. Lui, il a 100% des votes. Non, mais c'est ça. Tadam, tadam. Et en plus, étant fan d'Ally McBeal dans ma jeunesse, forcément Barry White. Ah, donc, t'as pas... c'est à ça que j'ai pensé. Parce que, comment? Là, maintenant, je peux le dire. La scène mythique des toilettes, où ils se retrouvent tous à danser dans les toilettes là, sur Barry White, moi, j'adore. Oui, mais c'est ça. Et en fait, jeune, pendant des années, j'avais l'impression d'être Ali McBeal, c'est-à-dire ce qu'elle s'imagine dans ta tête, c'est exactement le cinéma qui se passe dans la mienne, quoi. C'est du Spielberg à l'intérieur de mon cerveau et ouais, je fonctionne exactement comme elle. C'est énormissime, même au travail d'ailleurs. Je te remercie beaucoup pour cette interview et De je te rien, dis à merci à bientôt. toi. C'était un plaisir. À bientôt. Moi aussi, oui. À bientôt. Voilà. Ça y est. Attends. Donc, Hop. mettons-nous en situation. Donc, nous étions en pleine interview, en train de parler de Chucky la poupée, il me semble, quand moi j'ai entendu derrière, maman, maman, et je me suis dit, mais non, c'est pas Chucky qui est en train d'arriver. C'est juste ma progéniture qui avait décidé de venir à 22h. Bah, parce qu'elle voulait. Hein. Tu faisais ta Florence Foresti, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Moi aussi, je pense beaucoup à elle quand je replie les poussettes et tout. C'est ça. Alors, je n'ai pas pu te poser la dernière question, qui était que tu nous parles de ton livre, enfin de la, comment dire, de ta partie de livre dans le recueil Elle. D'accord. Sans en dire trop, c'est compliqué. J'explique comment on s'aperçoit qu'on est une petite fleur et comment la petite fleur arrive à devenir papillon, d'où le titre de la fleur au papillon.
c'est-à-dire très très peu sur les racines finalement, parce que c'est ce qui nous tient au sol, c'est ce qui nous permet de grandir, mais c'est pas le plus important quand on arrive à bien les comprendre et à bien les intégrer. Mais du moment où la fleur a grandement manqué d'eau, c'est-à-dire voilà, où elle est tombée en jachère totale, c'est-à-dire une dépression. Voilà. Il paraît que c'est le mal du siècle. Maintenant, on appelle ça burn-out. Moi, je préfère dépression parce que c'était vraiment ça, être trop sous pression et il y a un moment, la cocotte explose, quoi, et il faut lâcher. Donc, c'est très, très rapidement parce que je pense que voilà, ceux qui ont connu ça savent très bien comment ça se passe, même si on a des signes avant-coureurs, on ne les écoute pas. J'explique surtout comment j'ai réussi à remonter et à me séparer définitivement de ce malaise énorme qui a pu peser pendant 9 mois, dans mon cas, le temps d'accoucher de moi-même et d'accoucher encore, parce que finalement, il y a le premier accouchement qui dit non, maintenant, tu as le droit d'être toi-même, tu as même le devoir d'être toi-même pour éviter de retomber dans un état comme celui-là. Et à partir du moment où il y a l'accouchement, mais il y a toute la période de croissance. Voilà. Il faut savoir arroser sa plante, arroser sa fleur et puis ouvrir ses ailes, parce qu'il y a tellement de choses plus grandes, plus proches de nous aussi, parce que quand c'est comme ça, on a tendance à plus s'écouter du tout. Et à partir du moment où on s'écoute, on découvre qu'on a plein de potentialités, et surtout les limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe en fait. Donc à partir du moment où on comprend ça, on prend réellement notre envol, d'où de la fleur au papillon. Et alors, tu me donnes une excellente transition parce que je voulais te poser une autre question. Hein, c'est mon petit luxe. C'est normalement, c'était Marouchka qui devait retranscrire les témoignages. Et toi, tu as écrit ta propre partie. Donc, comment c'est venu? Tu as pris un papier, un crayon, tu as commencé à tout rédiger plutôt que de le dire à… Alors en fait, j'ai suivi les étapes et c'est un cadeau que voilà, ça fait très longtemps que je rêvais d'écrire. J'ai eu un propre livre en préparation, mais depuis des années, parce que je ne me sentais pas la force de faire ça. Et donc, quand Marouchka a demandé à poster l'annonce qu'elle recherchait des femmes qui voulaient témoigner de leur vie, moi, tout de suite, j'ai répondu oui. Bon, il s'avérait qu'elle m'attendait, en fait. Elle se doutait bien que j'y répondrais. Et au départ, on devait faire un enregistrement audio. Donc, pas de souci. J'ai fait, elle dit, bon, ce serait bien de commencer à écrire un petit peu tout ça. Et puis, moi, j'avais écrit quelque chose comme 1500 mots, enfin, ridicule. Et donc, elle dit, non, faut continuer, faut développer. Mais ça correspondait aussi à des étapes parce qu'on avait le temps, etc. Et l'objectif, c'était d'atteindre environ 10 000 mots. Alors moi, une fois que j'avais fini de tout faire, j'en étais à 3 000. Mais parce que j'ai pas l'habitude de montrer, en fait. Et ça demandait de réellement me montrer, assumer complètement qui j'étais, même si ça va surprendre certains, voire même choquer certains. Ça demandait de faire ce travail-là. On a eu le temps de le faire. Et donc, j'ai écrit ma petite histoire et Marouchka me contacte en disant, voilà, le problème, c'est que moi, j'ai rien à retoucher, en fait, de ce que tu as écrit parce que tu as ton propre style, tu as une poésie, des émotions qui se dégagent, et à part faire le conseil de tout éditeur, c'est-à-dire quelques petites retouches pour vraiment que ce soit plus compréhensible et plus fluide pour les lecteurs, elle ne se voyait pas, en fait, reprendre une histoire à laquelle elle n'amenait rien, ne retouchait quasiment rien, mais sous son propre nom à elle. Et j'avoue que j'ai salué sa… je ne trouve plus le mot… c'est pas sa richesse intellectuelle, son honnêteté intellectuelle, voilà. J'ai salué son honnêteté intellectuelle. Je me suis dit, ah oui, mais donc je vais vraiment être auteur pour de vrai, avec un contrat d'édition. Donc, c'était un rêve qui se réalisait et j'étais toute excitée. Et après, s'est posé la question, est-ce que je gardais mon nom de la vie quotidienne ou un pseudo et là, c'est redoute, c'est important. Pour des raisons certaines, je ne voulais pas publier sous mon nom à moi, parce que pour pas qu'on puisse associer ma profession en fait à cette autre partie de ma vie qui est l'écriture. J'ai quelques parties de ma vie que je préfère cloisonner en fait, même si à part mon métier, les autres sont proches et ça,
enfin, et je les associe avec facilité. L'associer avec mon profil professionnel, entre guillemets, c'était plus compliqué. Donc, c'est apparu comme une évidence que Roska allait être mon nom d'auteur. Voilà, pour vraiment marquer le pas, de me dire bon, bah, je suis vraiment auteur. Et quelque part, j'ai envie de dire, ça s'est fait naturellement. C'est parce que j'ai accepté la perche que Marouchka m'avait tendue. Et je vais de bonheur en bonheur, de découverte en découverte. Et ça me donne une énergie folle parce que je suis déjà sur un deuxième projet de recueil de témoignages qui s'appellera Résilience, donc qui devrait sortir au solstice d'hiver de l'année prochaine. Et puis donc mon propre livre. Voilà, mais ça plus tard parce qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire dans la mise en page et puis le paratexte, entre guillemets. J'aurai peut-être l'occasion de faire un retour aussi. Mais bien sûr, c'est prévu. C'est bien, merci. Mais c'est Oh, c'est pas grave, on s'en fout. ouais, On n'est pas ouais, c'est ça. pressé. Moi, je me dis toujours, il vaut mieux attendre un mois de plus, mais au moins que ce soit bien fait, qu'on soit vraiment fier de notre boulot, plutôt que de se dépêcher parce qu'il faut le faire tout de suite. Et puis moi, je me dis quand ce sera le moment, en fait. C'est-à-dire que ça va être comme là, il va y avoir des étapes à franchir et quand ce sera tout bon, bah, ce sera le moment. Mais je ne me fixerai pas de propres limites étant donné que je n'ai pas d'éditeur qui me dit à telle date, il faut absolument que tu publies quelque chose, quoi. Okay. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview passionnante. Et donc, à bientôt. De rien, à très, très bientôt. Bah, déjà pour la lecture du livre et les retours de lecteurs. Au revoir à tous. Attends, je vais couper. Au revoir.